T'es sûr que c'est le plus urgent? Mais c'est une promesse de campagne. T'as pas été vraiment élu sur ton programme, hein. Puis 77% des Français sont contre. Ah oui, zut. Et puis il y a l'inflation. Mais l'inflation, c'est réglé avec la loi pouvoir d'achat. Le bouclier tarifaire qui protège surtout les profits. Ah oui, rezut. Et cette réforme des retraites, maintenant, t'es sûr? Mais oui, il faut foncer. On vit plus longtemps. C'est normal qu'on travaille plus longtemps. Ben déjà que les 2 tiers des plus de 55 ans sont exclus du marché du travail, ça va être difficile à faire avaler. Oui, mais on est obligé. Le budget est en déficit. Non. Comment ça, non? Tout est toujours en déficit. On apprend ça dans toute bonne école de commerce. Oui, mais non. Le Conseil d'orientation des retraites précise même qu'il y a un excédent. Ah bah si, là, tu vois, il y a un déficit bientôt. Non, il faut trouver autre chose. Tu sais, en face, il y a des coriaces. Il faut trouver quelque chose qui fasse l'unanimité, tu vois. Ça y est, j'ai trouvé. Le climat. Reculer l'âge de la retraite, ça va limiter la hausse des températures. Mais quel est le rapport? Attends, j'ai mieux. Il faut réformer la retraite pour aider l'hôpital et l'école. Je vois toujours pas le rapport, mais j'adore. Ceux qui seront contre cette réforme passeront pour des méchants, qui ne veulent pas améliorer le sort des soignants. C'est bon, ça. Un tour de passe-passe, les pauvres payent pour le service public et en même temps pour compenser la suppression d'impôts des riches. Il va quand même falloir céder sur un truc, montrer qu'on pense aux gens. Je promets une retraite minimum à 1100 € pour une carrière complète. Manu, c'est juste en dessous du seuil de pauvreté. Alors quoi? Une pension minimum de 2000 € avec un départ à 60 ans pour tous, comme le propose la CGT? T'es sérieux? Mais non. C'est la fin de l'abondance pour les pauvres. Bon, il va falloir bosser les éléments de langage, hein. À la CGT, ils ont des propositions sérieuses. Et elles sont financées. Allez Larry, je compte sur toi. T'es un challenger. Oui, mais une école de commerce, est-ce que ça fait le poids contre l'opposition de la rue? Je gagne 1950 € par mois, net. 32 ans de maison. On fait 7 heures par jour et on est payé dans la moyenne 1700 € net par mois, malgré l'ancienneté qu'on a. On est une entreprise sous-traitante, les prix ont flambé et tout est devenu cher. Par exemple, on a supprimé la viande. On ne peut plus acheter la viande pour nos enfants. On a vécu les 12 ans de gel, d'accord, avec une perte approximative de 300 € par agent par mois pendant 12 ans. La revalorisation de 3,5 pour nous, c'est peanuts, quoi. L'inflation grimpe. Nous, les agents, on en a qui dorment dans les voitures. Je vais plutôt parler des salaires des soignants sur le terrain, surtout dans les SIAD, qui sont, malgré la prime Ségur, qui est une prime, n'est pas intégrée dans le salaire. Et 80% de mes collègues, c'est des femmes, des mères seules, qui ont du mal à finir la fin du mois. C'est scandaleux de la part de gens qui se disent syndicalistes de signer des trucs où tu signes pour baisser le revenu des gens. Ils ont signé pour baisser les salaires des gens pendant le Covid. Donc là, aujourd'hui, tu te retrouves que même dans la boîte celle qui gagne le plus de milliards en France, il y a des mecs qui t'expliquent que c'est normal d'obtenir moins que l'inflation. Donc si une boîte comme ça, il n'y a pas d'augmentation de salaire, nous, dans les autres boîtes, on va faire quoi? Puisque là, c'est la boîte qui fait le plus de milliards de bénéfices. Les Total sont un peu les porte-parole de tous ceux qui souffrent et qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Malgré ce qu'il a dit, le président de la République n'a pas beaucoup changé. Il n'écoute toujours pas, il n'entend toujours pas. Un ministre de l'économie qui ne sait pas ce que c'est que les super profits, qui aujourd'hui, hier, a dit qu'il faut augmenter les salaires. Un ministre de l'Intérieur qui dit la même chose et qui dit mais c'est pas à l'État de le faire. Nous, on répète, le minimum que puisse faire l'État, c'est augmenter le SMIC par la loi et mettre en place l'échelle mobile des salaires. C'est-à-dire l'indexation des salaires sur le coût de la vie, et ça concerne tout le monde. La moyenne des salaires, alors moi, en tant que cadre de santé, on va dire que je suis à 2000-2004. Mais 2000-2004, sans les heures sup, sans le temps que quand tes équipes sont en difficulté, tu interviens, le week-end, tu restes disponible. Tu as une base salariale, mais ton temps de travail, tu ne le comptes pas. Aujourd'hui, les agents de la santé, ils pensent qu'être en grève, ça ne sert plus à rien parce qu'ils sont déjà à l'effectif minimum. Donc minimum du minimum, on ne tourne plus. Et le minimum de conscience professionnelle, il existe toujours. Donc ils ne vont pas prendre le risque de laisser les patients tout seuls. Dans les rues parisiennes, Laisse travailler leur santé. nos salaires sont trop faibles. Cette année, exceptionnellement, on n'a pas eu besoin de se mobiliser parce qu'en juin 2021, on a fait sur le groupe des SE Smith une grève générale où on a arrêté 80% des sites avec une mobilisation à plus de 90% des salariés.
On avait obtenu 1 000 € de prime Macron. On avait débloqué l'ancienneté à 18 ans, des accords d'intéressement et des accords de participation. Alors après, effectivement, l'inflation s'en est mêlée et la guerre en Ukraine n'arrangeant pas les choses, eh ben, on se retrouve avec une augmentation au 1er mai de 3,2%. Et là, on a repris 3%. Et on espère encore aller en chercher 3 ou 4 en février. On n'est pas les plus mal lotis, mais parce qu'il y a eu des mouvements sociaux qui ont fait que, sinon, là, on avait une direction qui n'écoutait rien du tout. C'est les mobilisations qui font que, ça ne tombe pas comme ça. La hausse du niveau de vie, la hausse des salaires pour tous, y compris dans la fonction publique. Et on réclame un dégel à 10%. Sur le 95, on a une campagne en cours avec un questionnaire et on tente de monter des chiffres au préfet pour lui parler de la situation précaire des agents sur tout le Val d'Oise, pour des titularisations de masse et compagnie. À un moment donné, la direction d'Alstom a bien vu que ça allait péter. Ils ont donné pour une partie des salariés qui touchaient moins de 3 500 € une prime de 800 €. Et pour ceux qui touchaient plus de 3 500, ils n'ont rien eu, rien obtenu. Mais nous, à la base, ce qu'on a demandé, c'était une augmentation, une revalorisation des salaires. Avec les primes, ça ne résout pas le problème de l'inflation. C'est pourquoi dans certains sites comme au Creusot, ils ont bloqué leur site pendant une semaine. Et derrière, ils ont obtenu justement une réunion de négociation pour revoir au niveau des salaires. Et c'est aujourd'hui et demain, justement. Si je vous disais ce soir, il faut réindexer les salaires sur les prix, alors nous détruirions des centaines de milliers et des millions d'emplois. Je pense qu'il a changé en pire, pour reprendre son expression. Il est hors sol, quoi. Enfin, plus que jamais, il est hors sol. Effectivement, il refuse l'indexation des salaires sur les prix. Ça ne nous empêche pas, le courrier part aujourd'hui, de demander à la Première ministre une réunion qu'elle appellera comme elle veut sur l'augmentation du SMIC, l'indexation. Et on y tient aussi l'automaticité du relèvement des minima de grille quand le SMIC augmente. Il a parlé de bouclier, mais vous avez noté que même avec le bouclier, l'énergie augmente de 15%, c'est-à-dire 2 fois plus que le SMIC. Et puis, il ne doit pas aller faire ses courses, souvent, parce que si on prend les produits de première nécessité, il y a une enquête de 30 millions de consommateurs. Vous prenez le prix des pâtes, la farine, la viande, les fruits, c'est plutôt une augmentation à 2 chiffres qu'un seul chiffre. Donc, il est complètement hors sol et il a fait de l'autosatisfaction comme il avait dit qu'il arrêterait de faire. Vous allez au marché ou dans les supermarchés, vous voyez bien votre caddie, que vous en aviez pour une certaine somme. Aujourd'hui, elle fait plus du double. Les transports en commun, avec la hausse que Pécresse au Conseil régional préconise pour l'année prochaine. Donc, comme le pouvoir d'achat, il n'augmente pas, tout le monde va être très, très restreint. Les enfants dans les écoles, avec le prix des cantines. Parce que si tu sors dans la rue, tu vois bien comment les gens, les SDF qu'il y a partout, les gens qui ne peuvent pas se loger, enfin, voilà. Donc, il n'est pas du tout au fait de l'actualité de son pays. Hein. Il n'habite pas là. On ne croirait même pas qu'il habite en France. Hein. Il est ignorant de tout. Hein. Donc, incroyable. Je travaille au centre d'action sociale de la ville de Paris depuis 1991. 3/4 de nos employés touchent la prime Ségur. Moi qui suis cuisinier, j'ai pas droit à cette prime parce qu'on me dit que je fais pas de social. Là, je suis dégoûté par rapport à mon salaire. Je suis même pas à 2 000 € par mois. On retrouve plus de cuisiniers. On recrute maintenant les cuisiniers à 1 600 €. Moi, je suis même pas à 2 000 balles. Il y a même pas un écart. En 32 ans de maison, je suis dégoûté. Voilà. Et maintenant, je vois le kilo des filets de poulet qui a presque doublé, le kilo de riz qui a augmenté grave. Chez Géodis. Aujourd'hui, il y a un conflit qui dure depuis 7 jours avec les salariés de la plateforme logistique à Gennevilliers. Le déclenchement de la colère, ce sont les bulletins de salaire des cadres qui bénéficient d'une paye à 26 000 € avec des montants de primes annuelles de plus de 330 000 €. Les salariés demandent une augmentation de 150 €. La direction refuse de négocier. Et quand on voit ce genre de bulletin de salaire, on se demande pourquoi Géodis a fait d'énormes bénéfices et ne veut toujours pas discuter. Aujourd'hui, les salariés de Géodis, quel que soit l'établissement, ce sont des malheureux. Les gens ne finissent pas les fins de mois, ils sont surendettés. Et il faut à un moment donné partager la richesse. C'est tout ce qu'on demande, nous. On ne veut pas les mettre sur la paille, ces gars-là. On veut qu'ils partagent. C'est normal qu'un patron gagne 26 000 €.
Mais plus de 300 000 euros de paye, de prime, c'est inadmissible. En assurant l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire en faisant en sorte que les salaires augmentent automatiquement en fonction de l'augmentation des prix, ça pousse les patrons à justement arrêter cette course folle à l'inflation des prix. Donc c'est plutôt au contraire une bonne chose pour fixer les prix. C'est précisément ce qui s'est passé dans les années 70 jusqu'au début des années 80, où du coup à l'époque on avait arrêté l'échelle mobile des salaires. Mais Macron, en faisant ça, prouve une seule chose, c'est qu'il gouverne pour une seule classe, celle des patrons, celle du capital, qui se gave de profits, de milliards de profits sur la base des richesses créées par notre travail et qu'il est absolument opposé à une juste redistribution de ces profits. Donc il nous montre que nous n'avons rien à attendre. Il n'y a pas de sauveur suprême, ni notre patron, et certainement pas ce gouvernement de droite. Le seul sauveur du peuple, c'est le peuple lui-même. Donc c'est à nous, par la grève et dans la rue, qu'il faut aller arracher nos augmentations de salaire. Aujourd'hui, vu le taux d'inflation que subissent les Français, que ce soit l'essence, mais surtout les produits alimentaires, aujourd'hui, c'est plus que vital. Il n'est pas possible aujourd'hui d'envisager avec en plus des patrons aujourd'hui qui se permettent de s'augmenter de 52%, comme le patron de Total, de refuser aux salariés la moindre augmentation de salaire ou des miettes comme ils proposent aujourd'hui. C'est plus possible. Il n'y a pas un foyer, il n'y a pas une personne aujourd'hui qui, dans une journée, ne parle pas de son pouvoir d'achat. Aujourd'hui, c'est plus vivable. Ce serait la moindre des choses. Alors, lorsque le président de la République nous dit ce genre de choses, que le fait de remettre en place l'échelle mobile de salaire, ça entraînerait une faillite dans notre pays, ça reste qu'un point de vue, qui est le point de vue de cet homme. Je rappelle d'où il vient, hein, c'était quand même l'un des grands banquiers de la finance, hein, de la banque Rothschild. Et la première mesure qu'il fait, c'est la casse du code du travail, de manière à faire en sorte que lorsqu'un employeur licencie les salariés, déjà premièrement que ça facilite le licenciement, mais en plus que ça ne coûte plus rien aux employeurs, puisqu'on met un barème qui permet de diminuer et voire même de calculer le coût du licenciement, ce qui est interdit aux yeux de l'OIT. D'ailleurs, régulièrement, là, dernièrement encore, la Cour d'appel de Douai condamne le barème Macron. On pourrait aussi avoir une réflexion sur l'augmentation des salaires par rapport au coût de la vie. En effet, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'il faut que les organisations syndicales se réunissent, qu'elles soient salariées ou patronales, se réunissent pour pouvoir discuter de l'augmentation de salaire par branche, hein, au niveau de la convention collective. C'est de réfléchir autrement et de parler autrement, c'est-à-dire de changer un petit peu notre valeur des choses, notre unité de mesure. Aujourd'hui, on parle en euros, mais ça n'influe pas l'augmentation globale de toute la branche. Si on augmente le SMIC, on va augmenter le taux horaire du SMIC. Tous les salaires au-dessus du SMIC ne sont pas augmentés. Il faudrait donc changer la façon de faire et parler sur la base du SMIC, de dire on gagne 1,1 fois le SMIC, 1,2 fois le SMIC, 2 fois le SMIC, 3 fois le SMIC, et que ça soit inscrit dans le marbre, dans les conventions collectives, sur les qualifications, c'est-à-dire que, je prends n'importe quoi, une convention collective de la métallurgie, par exemple, ou d'un autre domaine, eh ben, mettrait que le niveau 1, c'est les salaires de base, c'est 1,2 fois le SMIC. Quand le SMIC va augmenter, le salaire augmentera automatiquement. Ça existe, par exemple, chez nous, chez les VRP, on a l'ANI, l'article 5 de l'ANI, de la Convention collective des VRP, hein, l'accord national interprofessionnel, qui fixe que le salaire minimum du VRP ne peut pas être inférieur à 520 fois le taux horaire du SMIC. Quand le SMIC augmente, le seuil minimum garanti augmente de fait. Donc c'est ce qu'il faudrait réfléchir, c'est ce que je pense qu'on devrait pousser la réflexion dans les organisations syndicales, qu'elles soient pas qu'à la CGT, mais un peu partout, c'est de mettre en place et de parler des salaires dans les conventions collectives et dans les branches, mais sur la base du SMIC. Et donc l'augmentation se ferait automatique. Le SMIC augmente, et tous les salaires de la profession augmentent aussi. Et ça permettrait que lorsqu'on se réunit avec les organisations patronales, on n'a pas à discuter de l'augmentation automatique des salaires sur le coût de la vie, on discute d'une vraie augmentation ou d'autres choses, quoi. Pour terminer, avec un interview, alors cette interview se fait en visioconférence, alors la qualité est pas très terrible. C'est Thierry Bunson, qui est le président du syndicat des salariés belges, la FGTB, Fédération Générale des Travailleurs Belges. Alors Thierry, je te laisse la
la parole pour nous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'équivalent d'échelle mobile des salaires chez vous en Belgique. En gros, il y a 3 systèmes. Il y a un système qui, dès que l'indice des prix à la consommation a évolué de 2%, les salaires et ou allocations sociales, le mois qui suit ou 2 mois après, sont automatiquement indexés de 2%. Il y a un autre système qui est, on regarde entre le 1er janvier d'une année et le 1er janvier de l'année suivante, de combien cet indice pivot a augmenté. Et au 1er janvier, alors, on fait une augmentation, une adaptation en fonction de cela. Et puis un troisième système, c'est par semestre et pas par année. Voilà en gros comment ça fonctionne. L'intérêt, objectivement, par rapport à la majorité des pays qui nous entourent, c'est qu'il y a quand même une automaticité. On n'a pas à négocier l'amélioration, ou en tout cas l'évolution des salaires en fonction de cet indice des prix à la consommation. C'est automatique, ça ne se discute pas. Mais contrairement à ce qu'on croit souvent, ce n'est pas inscrit en tant que tel dans une loi. C'est en fait les commissions paritaires qui chacune utilisent l'indice des prix à la consommation pour faire évoluer les salaires de façon différente, comme je viens d'expliquer. Malgré la loi, il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Ils sont de 2 ordres. Le premier, c'est que cet indice des prix à la consommation dont je parlais au départ, un gouvernement libéral, il y a maintenant, je ne sais plus combien, je veux dire 15 ans d'ici, a sorti du panier les carburants et deux, trois autres produits. Jusqu'il y a 1 an ou 2 d'ici, objectivement, le fait que les carburants n'étaient pas dans l'indice n'avait pas tellement d'effet parce que les carburants n'évoluaient pas plus vite que l'ensemble des coûts pour un ménage. Maintenant, le fait que les carburants ne sont plus dans l'indice, évidemment, ça crée une distorsion, mais malgré l'automaticité, l'indice des prix n'évolue pas aussi rapidement que les besoins des ménages face à l'augmentation du coût de la vie. Donc, tout le monde perd en pouvoir d'achat puisque tous les produits, comme les carburants, ne sont pas dans le fameux panier du ménage. Premier élément. Et deuxième élément, c'est que, vu la composition du panier et vu l'évolution des prix aujourd'hui, on constate que le côté perfectible du modèle, c'est que finalement, ce sont les ménages qui ont les moins hauts revenus, qui sont les moins bien protégés par le système comparativement aux autres. Pourquoi? Parce que quand vous avez un ménage à faible revenu, en fait, il consacre une part de son budget beaucoup plus importante au loyer, à l'énergie, l'électricité, le chauffage, etc., qu'un ménage qui a beaucoup plus de revenus. Les employeurs aujourd'hui réagissent très fort par rapport au système d'indexation le 1er janvier de chaque année, parce qu'avec l'indexation qu'on connaît, ils disent au 1er janvier 2023, il va y avoir une amélioration des salaires de l'ordre de 10%, 10,3%. Je crois. Notre réponse à nous, c'est ouais, mais ce sont des travailleurs qui, depuis le 1er janvier 2022, ont perdu du pouvoir d'achat de mois en mois, et c'est enfin le 1er janvier 2023 qu'ils vont simplement récupérer le pouvoir d'achat qu'ils ont perdu. Par contre, le grand danger pour nous, c'est que l'idée commence un peu à percoler de dire, tiens, est-ce que de temps en temps, l'aide automatique, on ne la ferait pas en net et non pas en brut. Et donc, on ferait une indexation uniquement sur le salaire net et on n'indexerait pas les cotisations sociales. On doit vraiment bien expliquer que c'est finalement une perte de pouvoir d'achat pour le monde du travail parce que c'est la sécurité sociale qui, évidemment, ferait les frais. Quand on est dans une période d'indexation faible, malgré l'indexation automatique, il reste une marge salariale à négocier entre patrons et syndicats. Aujourd'hui, avec l'indexation automatique,
on va se retrouver, à cause de cette loi, avec une marge nulle. C'est résolument stupide. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'on ait une marge qui soit indicative, qu'on puisse, malgré cette marge, négocier dans les secteurs où il y a des gros bénéfices qui se font pour redistribuer la richesse, et on sera assez responsable pour savoir que là où il n'y a pas de marge, je répète, comme dans l'ORECA, peut-être l'événementiel, peut-être, voilà, eh bien, avoir des prétentions qui sont moins importantes ou en lien avec la réalité économique des secteurs. Mais c'est impensable de continuer à nous demander d'avoir la même marge pour l'ensemble des secteurs d'activité économique qui ne fonctionnent pas et qui n'ont pas les mêmes résultats.